Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast sur le Vertigo. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 6 avril 2024 à Paris 14e. En présentiel de midi à 18h. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, car le thème est très intéressant. C'est sur le jeu cosmique. Autrement dit, sur comment les entités sans âme jouent avec nous, comment elles manipulent nos croyances, comment elles manipulent notre réalité, comment elles jouent sur les noms pour nous exploiter, pour nous utiliser comme ressources. Et le prix, comme tu disais... C'est un tout petit prix. Donc, vraiment, n'hésitez pas, car il y a des nouvelles informations, plein de nouvelles informations. Et ça sera une conférence conviviale et très intéressante, comme d'habitude. Et sachez aussi que le samedi 20 avril 2024, de 18h à 22h, j'organise un webinaire sur le thème des intelligences artificielles. Donc, dans ce webinaire, qui sera en direct, je parlerai de tout ce qui est intelligence artificielle, du lien avec la présence non humaine, du lien avec les nanotechnologies. Donc, ça va être un webinaire qui va aller extrêmement loin, avec beaucoup d'informations inédites. Il y aura du temps pour les questions-réponses. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le lien pour vous y inscrire sera juste en dessous de ce podcast. Et vous pouvez vous y inscrire donc jusqu'au 20 avril. Le webinaire commence à 18h, donc jusqu'à 17h55. Et sachez également que les enregistrements des webinaires du 16 mars sur le vampirisme psychique, du 17 février et du 19 janvier sur le Bluebeam sont disponibles. Donc, si les thèmes de ces webinaires vous intéressent et que vous n'avez pas pu y assister, n'hésitez pas à vous procurer les enregistrements. Là encore, sur le site Librairie du Bonheur. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de ce podcast. Et puis, sachez que les prix sont extrêmement bas. C'est accessible vraiment à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à acheter ces webinaires si vous n'avez pas pu y assister et si, bien sûr, la thématique vous intéresse. Absolument. Et c'est tellement intéressant qu'on ne peut que s'intéresser. C'est vrai que c'est des thèmes vraiment intéressants. Et pour continuer, Paul, comment tu peux nous définir la notion de Vertigo? Le Vertigo, ça vient d'un terme amérindien qui parlait de cette capacité à faire le mal. Et il définissait le Vertigo comme quelque chose d'extérieur à l'humain, quelque chose qui à la fois affectait l'humain individuellement et à la fois affectait l'humain collectivement. Donc cette notion de Vertigo, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre pour comprendre le système de contrôle des entités sans âme. On n'entend pas parler de ce terme en France. Pourquoi? Est-ce que c'est un terme qui est étranger ou parce que c'est un terme tabou? C'est à la fois un terme qui est étranger, mais c'est aussi un terme tabou. Le Vertigo, en fait, c'est ce qu'on peut, c'est ça. Le Vertigo, c'est ce qu'on peut appeler finalement le démon, le diable, peu importe, mais ça nous affecte à différents niveaux. Et en fait, si on creuse un peu, c'est lié à la présence d'entités sans âme, à la présence des entités non humaines. Comment savoir si on possède un Vertigo sur nous? Tout le monde, de toute manière, tout le monde est vertigoisé dans le sens où les entités sans âme sont capables d'influencer nos pensées. Donc, selon le travail de Jerry Marcinski, la plupart des pensées négatives, la plupart même des pensées... C'est égal à la possession?
Ce n'est pas une possession exactement, c'est un court-circuitage et une imitation de nos pensées. Et donc, le vético, c'est le fait, au niveau individuel, que les entités sans âme soient capables d'influencer et de court-circuiter nos pensées. Et ça, c'est fondamental à Est-ce qu'on comprendre. pourrait dire que c'est une sorte de virus psychique? C'est un virus psychique à un niveau. C'est absolument ça, un virus psychique. C'est quelque chose qui affecte notre esprit. Comment il nous affecte? À quel niveau il peut nous affecter? Est-ce qu'il nous affecte au niveau physique ou bien psychique ou bien à tous les niveaux? C'est au niveau psychique, mais il y a l'influence du psychique sur le physique, donc c'est à tous les niveaux. Et en fait, cette notion de vético au niveau individuel est liée à la nature même de notre réalité. Notre réalité fonctionne comme une simulation. Ça, on en a déjà parlé dans de nombreux podcasts d'au-delà de l'illusion, donc on ne va pas y revenir dessus. J'ai donné une conférence en présentiel sur cela, donc on ne va pas y revenir dessus, mais disons que notre réalité fonctionne comme une simulation. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais je vais rester simple. Il y a un fonctionnement comme une simulation, dans le sens où, par exemple, comme dans une simulation, il y a des limitations à la simulation. Et ici, le canevas de limitation, c'est les différentes constantes. C'est la vitesse de la lumière, les choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des facteurs vrais, des facteurs qui ne sont pas vrais. C'est-à-dire qu'une simulation, c'est une réalité qui est manipulée par ceux qui tirent les ficelles derrière la simulation. Et ceux qui tirent la ficelle derrière la simulation, c'est ce qu'on appelle les entités sans âme. Autrement dit, les entités de type djinn, de type démon, de type reptilien, etc. Et cette réalité qui fonctionne comme une simulation, ça explique beaucoup de choses. Ça explique déjà les synchronicités négatives qui sont littéralement programmées par les entités sans âme dans cette réalité. Ça explique des choses comme la numérologie et l'astrologie qui correspondent au programme de la réalité. D'ailleurs, des numérologues ont étudié la numérologie de grands événements et ont montré qu'ils étaient tous liés. De même que le code numérologique, donc, qui a été découvert par un numérologue américain qui s'appelle Zachary K. Hubbard, non seulement il s'applique aux grands événements, mais il s'applique au niveau du quotidien. Par exemple, Hubbard a découvert un code numérologique qu'il a confirmé avec 5 ou 6 numérologies différentes qui reliaient certains grands événements entre eux, ce qui montre que ces événements sont programmés dans la structure même de la fausse création. Et ensuite, Zachary Hubbard a utilisé ce code numérologique, voir si ça collait avec les gens qu'il connaissait, tout ça. Et il s'est rendu compte que ce code numérologique s'appliquait à sa famille, à ses amis, aux gens qu'il connaissait. Donc, les implications de ça, c'est que notre réalité est totalement programmée. Et ça explique des choses comme l'effet Mandela, ça explique les synchronicités artificielles, ça explique les manipulations des timelines, les glissements dans le temps, qui sont en fait, pour simplifier, des bugs dans le programme ou des manipulations du programme par les programmeurs, autrement dit, par les entités non humaines. Et cela explique que notre réalité fonctionne à un niveau comme un énorme Truman Show. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Oui. La numérologie, ça se retrouve aussi dans la suite de Fibonacci, par exemple, qu'on retrouve chez toutes les formes de vie, qu'on retrouve aussi dans les constructions, qu'on retrouve un petit peu partout.
il y a tout un code numérologique dans cette réalité. Ce qui est un peu difficile à concevoir, puisque si on analyse les choses telles qu'on les dit, on peut penser non, c'est ça. Tout est basé sur des chiffres, des codes. C'est ça, c'est des codes, des symboles, Même des chiffres, tout ça. Même les constantes de la physique, par exemple, ça montre bien, c'est comme les constantes d'un jeu vidéo, ce sont des choses immuables, c'est les limites de la simulation. Les particules élémentaires aussi sont les limites de la simulation. Du reste, il y a un informaticien, un physicien américain, quelqu'un qui travaille au MIT, qui est diplômé du MIT, Rich Viswan. Alors, jamais le nom en je regarde le livre que j'ai juste à côté de moi, qui a montré que notre réalité fonctionne exactement comme une simulation, comme un jeu vidéo. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, les entités non humaines qui sont derrière cette fausse création sont capables d'inclure leur conscience synthétique dans cette réalité. Ce qui explique les synchronicités artificielles, ce qui explique parfois que la réalité paraît vivante, parce que les entités sans âme incluent leur conscience synthétique dans cette réalité. Et le concept de Wetiko, de pensée intrusive, est lié à ce fait. C'est lié au fait que les entités sans âme peuvent inclure leur conscience synthétique dans notre esprit au niveau du subconscient, au niveau de ce subconscient qui est finalement le robot pilote. Et des auteurs comme Castaneda et tout ça parlaient de ce subconscient qui était lié aux entités sans âme. En fait, les entités sans âme peuvent inclure leur conscience synthétique dans le subconscient. Et là aussi, ça s'explique quand on considère que cette réalité est une simulation. Il faut savoir que d'ici 10 à 15 ans ou 20 ans, des personnes pourront inclure leur conscience dans une simulation. Et ça, c'est avec la technologie mainstream. C'est un scénario cauchemardesque, mais c'est un scénario qui est techniquement tout à fait possible avec la technologie actuelle et qui fera partie de la réalité dans 10 ou 20 ans. Et c'est cauchemardesque. Ça va contre le vivant, c'est quelque bien évidemment, c'est pas du tout positif, c'est lié au transhumanisme, c'est lié chose d'artificiel, de synthétique, c'est lié au transhumanisme, c'est lié justement à la modification du vivant, c'est lié à la mise en place des interunivers. Mais tout cela pour dire que les entités non humaines qui contrôlent cette réalité et qui ont des technologies qui ont plusieurs milliards d'années d'avance sur la nôtre, même si on ne peut pas parler de temps, puisque le temps est issu des technologies des entités sans âme, et le temps tel qu'on le perçoit n'existe pas, ces entités sans âme sont capables d'inclure leur conscience synthétique dans cette réalité. Et donc, elles sont capables d'inclure leur conscience synthétique au niveau de notre subconscient. D'où le phénomène des pensées intrusives. Elles sont aussi capables de reprogrammer à distance notre subconscient. D'où le phénomène des pensées intrusives, d'où le fait aussi, et ça explique énormément la présence du mal. C'est lié à l'action de ces entités sans âme parce que l'humain, par nature, est bon. Simplement, il y a eu des manipulations génétiques, des reprogrammations du subconscient de la réalité qui ont fait que le mal s'est installé comme un virus psychique. Donc ça... Est-ce que si par notre conscience on se rend compte, par exemple, ça réduit
Ça réduit cette... Ça réduit les emprise. pensées intrusives, mais les pensées intrusives, de toute façon, selon le travail de Jerry Martinsky, c'est la grande majorité de nos pensées. Les pensées ne viennent pas de nous. Et par exemple, des personnes comme Hergé, donc le créateur de Tintin, c'était des gens qui étaient versés dans l'occulte, qui étaient dans des sociétés secrètes et tout ça, pas du tout positives du reste, mais qui essayaient de faire passer certains messages par l'intermédiaire de leurs livres. Et quand on voit l'ange et le démon qui parlent, qui font penser Milou, c'est typique des pensées intrusives. Hergé avait compris ces concepts. Après, il n'était pas dans des milieux forcément fréquentables, mais il avait compris ces concepts. Des gens comme Emanuel Swedenborg, par exemple, un scientifique suédois au XVIIe siècle, avait aussi compris ces concepts. Le psychiatre américain Wilson Van Dusen, décédé au début des années 2000, avait également compris cela. Il avait compris cette notion de pensée intrusive externe à l'humain. Et certains clairvoyants perçoivent ces entités qui sont derrière les pensées intrusives. Par exemple, Lynn Monette, donc une infirmière qui a travaillé avec Jerry Marzinsky, c'est quelqu'un qui possède des pouvoirs psychiques, qui est capable de percevoir les entités, de percevoir les décédés et de percevoir certaines choses, les auras et tout ça. Et elle voit les entités qui sont derrière les pensées intrusives. Certaines de ces entités sont d'aspect reptilien, d'autres ont des aspects d'araignée un petit peu, d'autres ont des aspects comme des espèces de grenouilles et tout. Or, les entités de type reptilien, les entités de type araignée, elles perçoivent aussi des gris du reste, et les entités de type gris sont décrites par les abductés, qui eux vivent des expériences absolument physiques, puisque les abductions sont pour la plupart physiques. Donc cela montre que les entités sans âme peuvent se manifester à la fois physiquement et à la fois au niveau astral et à la fois s'inclure dans notre réalité. Donc elles peuvent être à la fois particules, puisqu'elles peuvent se manifester physiquement lors d'abduction, où la personne va disparaître lors de son abduction, va avoir des traces de ses abductions, va avoir des implants, et elles peuvent aussi se manifester au niveau astral, c'est toutes les entités de la fausse lumière, et aussi au niveau s'inclure dans cette réalité. Donc quelque part, les entités sans âme se comportent à la fois comme des ondes ou des particules. Et toute cette réalité, c'est comme ça. Par exemple, on est tous constitués de particules élémentaires et notamment d'électrons. S'il n'y a pas un observateur dans une pièce, des mesures montrent que l'électron, donc particule élémentaire, je simplifie, se comporte comme une onde. S'il y a la présence d'un observateur, l'électron se comporte comme une particule. Donc on voit très bien que tout dans cette réalité est comme ça. C'est un petit peu comme l'arène de Hunger Games, où à la fois tout est réel, tout est physique, puisque par exemple, quand les guêpes dans Hunger Games piquent quelqu'un, la personne meurt et tout ça, mais à la fois, tout est programmé. Et c'est un peu comme ça que fonctionne cette réalité, et c'est un peu comme ça aussi que fonctionne l'au-delà et tout ça, qui est la continuation de la manipulation de cette réalité, notamment avec les cycles d'incarnation, réincarnation. Donc le vético, au niveau individuel, c'est ces pensées sans âme, c'est aussi toutes les programmations de notre subconscient, programmations qui sont liées aux technologies des entités sans âme. Donc, on n'y reviendra pas dessus, mais il suffit de regarder toutes les programmations par l'intermédiaire de la culture populaire, par l'intermédiaire du symbolisme, par l'intermédiaire du subliminal. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement
important à comprendre. Et notre subconscient est reprogrammé. Et à la fois, le subconscient a été programmé par les entités non humaines qui nous ont génétiquement modifiés pour que l'on pense comme les entités non humaines. En gros, pour que les entités sans âme puissent littéralement inclure leur conscience synthétique dans notre subconscient. Et le vético, c'est quelque chose qui se met dans notre subconscient. Alors, pour bien comprendre dans l'esprit aussi? Dans l'esprit, dans le subconscient, puisqu'elles peuvent s'inclure à tous les niveaux de cette, puisqu'elles peuvent s'inclure à tous les niveaux de cette réalité. Ça se met, certains parleront plus de mental et tout ça, mais globalement, les entités sans âme peuvent s'inclure dans notre subconscient. Et par exemple, il y a des termes dont je ne parlerai pas ici, dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts sur notre site au-delà de l'illusion.fr et sur notre chaîne Odyssée. Il y a des notions qui contiennent des virus psychiques. Par exemple, une notion qui était à la mode ces 4 dernières années contient des virus psychiques. Et qu'est-ce que c'est un virus psychique? C'est des entités sans âme qui s'incluent dans des notions, qui s'incluent dans des mots. Pourquoi? Parce puisqu'un mot, c'est une onde. Or, les entités sans âme peuvent, en s'incluant dans cette fausse création, fonctionner comme des ondes. Donc, elles incluent leur conscience synthétique ou leur conscience synthétique collective dans la vibration du mot. C'est des mots qui sont chargés. Et il y a énormément de concepts qui sont chargés comme ça. Même tout le cirque, tout le cirque concernant plusieurs tics, concernant les plusieurs tics nationales et internationales, cette notion de plusieurs tics, vous savez ce que je veux dire, remplacer plusieurs par la racine grecque, vous comprenez ce que ça veut dire, ça provoque des disputes, ça fait littéralement voler en éclats des familles, parce que c'est quelque chose qui a été chargé par les entités sans âme. La vibration est chargée et ça a été voulu. Ça a été voulu pour diviser. C'est une des techniques des entités sans âme pour diviser, pour régner. Donc, il y a des notions qui sont véticoisées. Il y en a énormément. Donc, c'est littéralement véticoisé, c'est-à-dire que la vibration de cette notion est parasitée par les entités sans âme qui incluent leur conscience synthétique dedans. Et ça se fait par divers rituels, par l'utilisation de certains mots, de certains symboles. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que même des personnes, monsieur tout le monde, peut le faire et les utiliser? C'est essentiellement quelque chose qui est voulu, mais il y a des gens qui chargent leurs mots malgré eux ou pas. Il y a des personnes, par exemple, qui vont dire des mots pour soigner littéralement, donc d'autres personnes vont dire des mots pour tuer. Il y a des gens qu'on peut appeler des magiciens noirs qui sont capables de charger des mots. Et ça existe à tous les niveaux de la société, autant au niveau monsieur tout le monde qu'au sommet de la pyramide. C'est la puissance du verbe, il faut le dire. Oui. Et ça, littéralement, des mots peuvent être chargés par des entités non humaines, par les consciences collectives synthétiques des entités non humaines. Et le vético, c'est quelque chose qui affecte à la fois des individus, tout le monde, par les pensées intrusives essentiellement, mais aussi qui affecte des populations entières. Pourquoi? Parce que il y a des égrégores qui se forment, des égrégores
de pays, des égrégores de villes, même les égrégores mondiaux. C'est ce que certains appellent l'inconscient collectif et tout ça. C'est les égrégores c'est les égrégores finalement de nous tous. Et ça peut être chargé par des entités sans âme, ce qui explique les folies collectives. Récemment, il y a eu une folie mondiale collective, et ça, c'est typique du Vético. C'est tout un égrégore qui a été généré, qui a reprogrammé le subconscient collectif, et cet égrégore a été chargé par des entités sans âme qui sont inclus dans le concept. Donc c'est quelque chose qui est pas très long. Est devenu carrément vivant et qui a agi sur ça prend une vie propre. Ça prend une vie, bien évidemment, ces égrégores prennent une vie propre et agissent sur les gens qui y sont connectés. Alors être connecté à un égrégore, c'est tout simplement avoir la même fréquence que l'égrégore. Ça ne veut pas dire même être exposé à l'égrégore ou quoi que ce soit, c'est avoir la même fréquence que l'égrégore. Par exemple, des gens qui n'ont jamais vu certains films vont utiliser des expressions des films parce qu'ils sont à la fréquence de l'égrégore généré par le film. Il y a des égrégores de famille, par exemple, ou des frères et sœurs qui ont grandi séparément vont avoir les mêmes manières, la même façon de parler, les mêmes tics et tout ça, parce qu'ils sont influencés par l'égrégore familial, qui lui est neutre. Et cette espèce d'inclusion des entités dans les égrégores explique pourquoi des folies collectives prennent des peuples entiers. Il y a eu des exemples énormes au XXe siècle. Il y a eu l'exemple de l'Allemagne dans les années 30 et 40, de la Russie soviétique, de la Chine maoïste, les exemples aussi des Khmers rouges, où tout le monde dénonçait tout le monde. Et là, c'est les exemples extrêmes d'égrégores collectifs où des entités non humaines sont inclus dans l'égrégore collectif, ou disons les consciences synthétiques des entités sans âme s'incluent dans les égrégores collectifs, et ça c'est par des rituels, c'est par des symboles, et tout ça. Et les mêmes choses sont arrivées au début des années 2000 dans les pays occidentaux à cause d'un certain événement dont je ne reviendrai pas ici, un événement mondial. Mais c'est arrivé une espèce de folie collective. Et ça, des auteurs l'ont décrit. Paul Lévy, par exemple, a décrit ça dans ses différents livres sur le Vético. Il y a aussi le livre Ponérologie politique qui décrit ça très très bien. Donc c'est des concepts, mais ces folies collectives sont liées à des entités sans âme qui s'incluent dans des égrégores, puisque les entités peuvent prendre une forme électromagnétique et les égrégores sont de nature électromagnétique. Donc, pour ça simplifier. Sert de véhicule, ça sert de véhicule, de même que notre subconscient est de nature électromagnétique. Ces égrégores viennent de l'Antiquité? Il y a des égrégores qui viennent de l'Antiquité. Il y a des égrégores qui se forment maintenant, d'autres égrégores qui viennent de l'Antiquité. Mais donc les égrégores ne sont pas nouveaux, Il y a des égrégores qui ne sont pas nouveaux. Par exemple, le concept de plusieurs tics, ça remonte vraiment ça remonte à l'Antiquité. Mais en tout cas, les entités sans âme peuvent agir à plusieurs niveaux. Elles peuvent agir au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et aussi, elles peuvent agir sur des concepts, sur des mots. Elles peuvent charger des mots littéralement, ou en tout cas des mots sont chargés par des entités
sans âme. Et ça se fait par l'utilisation de certains symboles, par certains rituels à grande échelle, etc., par l'utilisation aussi de certaines ondes de forme. Donc le vético, le vético, c'est vraiment quelque chose qui va extrêmement loin. C'est quelque chose qui affecte tout le monde, qui agit à la fois au niveau individuel, par les pensées intrusives, et au niveau collectif, quand il y a des folies collectives qui ont lieu à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'une ville ou à l'échelle du monde, c'est le Vético. Et récemment, il y a eu une folie collective. C'est lié à l'inclusion de ces entités sans âme dans la réalité. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à comprendre pour comprendre la nature de cette réalité et pour comprendre pourquoi le monde fonctionne pourquoi le monde fonctionne tel qu'il fonctionne. Et ces véticos agissent par l'intermédiaire du subconscient, par l'intermédiaire des égrégores. Et on peut penser que les ondes de forme, la nature même de cette réalité, les ondes de forme, le symbolisme, sont là pour justement favoriser l'inclusion de ces entités non humaines dans notre réalité. Tu penses qu'on aurait vraiment besoin d'un subconscient ou c'est cette partie que les entités sans âme nous ont ajoutée? Alors disons que cette partie a été en tout cas modifiée par les entités, a été modifiée totalement par les entités sans âme, totalement reprogrammée. Parce qu'à un niveau, le subconscient, on en a besoin. Par exemple, quand on conduit et qu'on fait un trajet, tous les jours le même trajet, on pense même plus au trajet. C'est le subconscient. Le subconscient, parfois on en a besoin. Certains peintres, comme Van Gogh par exemple, qui percevaient l'infiniment petit, qui percevaient aussi les entités non humaines, utilisaient son subconscient, mais pour percevoir l'infiniment petit. Après le problème, c'est qu'il s'est laissé happer par les entités qu'il percevait, qui s'est laissé aussi happer par quelque part son art qui venait à la fois de son talent, ça c'est clair, net et précis, quand on voit les merveilles qu'il faisait, ça venait de son talent, mais je pense que son inspiration, comme toute inspiration du reste, était aussi court-circuitée par des entités non humaines et il les a laissées venir, mais il utilisait son subconscient pour voir l'infiniment petit, ce qui explique que dans ses peintures, il y a énormément de dissimulation et pour percevoir le subliminal. Donc l'idéal serait de contrôler le subconscient. Ça serait déjà de le contrôler. Après un niveau, je pense qu'on n'en a pas besoin si on était conscient tout le temps, mais c'est le contrôler. Et c'est justement en étant un maximum conscient, en étant conscient de ce qu'on fait. Parce que j'en parlais justement avec un ami, et puis il disait, chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait toujours 2 ou 3 choses à la fois. Par exemple, lui, quand il fait sa cuisine, quand il se déplace pour aller quelque part, il ne pense même pas au trajet, parce qu'il a l'habitude d'être soit à la cuisine, il ne pense même pas à faire la cuisine, il fait d'autres choses tout en faisant la cuisine. Et cette personne a dit non, je vais me focaliser sur chaque chose que je fais. Et il a commencé à se focaliser sur le trajet même qu'il faisait. Il s'est consacré au trajet. Quand il fait la cuisine, il se consacre à faire la cuisine. Quand il fait quelque chose, il se consacre à faire quelque chose. Comme il a dit, c'est pas toujours facile, mais disons qu'il essaye consciemment. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup moins d'attaques, en tout cas beaucoup moins
de pensée intrusive. C'est ça, et C'est-à-dire, puis c'est un autre résultat forcément. C'est un autre résultat puisqu'on est conscient. On est conscient. Absolument. C'est comme quand on pense à demain, ou on pense au futur, ou on pense au passé, on passe à côté du présent. Ben ça, c'est le subconscient et le mental qui interviennent. Après, il y a des gens qui font des différences entre le subconscient et le mental. Moi, c'est pas ma spécialité, mais bon, disons que c'est là où tout cela intervient. Donc, quand on est quelque part tout le temps dans le futur, et c'est souvent, et c'est mon cas, ou tout le temps dans le passé, c'est le cas d'autres personnes, on n'est pas dans le présent. Donc, on est quelque part sous contrôle du subconscient et sous contrôle aussi des égrégores qui contrôlent le subconscient, des pensées intrusives. On est sous contrôle après des entités sans âme qui s'incluent dans les égrégores collectifs et tout ça. Donc ça passe par être... Ça n'a rien à voir avec des gens qui sont pessimistes, des gens qui sont optimistes, des gens qui sont passéistes, c'est la nature même voilà. de cette réalité. Ça a à voir avec cette réalité qui fonctionne comme une simulation. Et en fait, les entités sans âme, quand elles s'incluent dans cette réalité qui est holographique, elles vont être à la fois à l'endroit où elles s'incluent, mais aussi dans toute la réalité, puisque dans un hologramme, le tout est contenu dans la partie. Donc ça explique aussi pourquoi le Wetiko est considéré comme quelque chose de non local. Et il y a un écrivain américain, Paul Lévy, qui parle du Wetiko, qui a écrit des livres remarquables, qui laissent entendre que c'est quelque chose d'extérieur à nous. Donc c'est là un petit peu où il est un peu froid sur ça, mais il laisse entendre, mais il analyse très très bien le Wetiko. Le Wetiko, c'est plus que quelque chose d'extérieur à nous, c'est les entités sans âme. C'est lié aux technologies des entités sans âme qui ont reprogrammé au moins notre subconscient, si elles ne l'ont pas créé. C'est lié à la nature même de cette fausse création, de cette réalité. C'est lié au fait que les entités sans âme peuvent inclure leur conscience collective synthétique dans la réalité, et qu'en s'incluant un point de la réalité, elles affectent toute la réalité, puisque la réalité est holographique. C'est lié au fait que cette réalité est très dense, ce qui génère des égrégores qui prennent une vie propre, et que sous certaines conditions, les entités sans âme peuvent inclure leur conscience synthétique dans un égrégore ou dans une notion. Ça, c'est des rituels, et tout ça, c'est l'utilisation de certains symboles, de certains mots, d'une certaine numérologie aussi, et tout cela. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de chiffres qui sont récurrents dans les événements de l'actualité. Donc, pour conclure, face au Wetiko, la chose, c'est d'être le plus conscient possible, conscient de tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être contaminé, ou moins contaminé entre guillemets par le Wetiko? Par le Wetiko, de toute façon, on est tous, c'est quelque chose qui fait partie de cette réalité. Donc, dans un monde idéal, ça ne devrait pas faire partie. On n'aurait pas de Wetiko. En fait, c'est être conscient le plus possible, essayer de se focaliser sur une activité. Comme on est des êtres créateurs et que les entités sans âme nous utilisent pour créer non pas la réalité, mais le canevas de la réalité qu'elles projettent, c'est-à-dire les limites de la réalité qu'elles projettent, il convient de se créer son propre bonheur dans le quotidien pour vibrer au-delà, ou pour avoir une fréquence, plus exactement, au-delà des entités sans âme, pour qu'on crée une réalité incompatible avec la présence des entités sans âme, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. La simulation va s'ajuster dans le bon sens. Ça s'ajuste dans le bon sens, puisque par la conscience, on peut
affecter cette fausse création. On peut transformer cette fausse création. Simplement, la plupart du temps, on n'est pas conscient. Donc, ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien et par des choses simples, ne serait-ce qu'une promenade en forêt, prendre un café avec un ami, n'importe quoi, animaux, et puis après transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que individuellement et collectivement on crée une réalité. Et puis prendre conscience, comme tu dis, de l'information, parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a les entités et tout ce qui va autour, là on est moins attentif. C'est d'où l'importance de cette information. Parce que l'information, c'est très important de s'informer parce que ça nous rend conscients de la manipulation de cette réalité. Or, finalement, toute cette manipulation passe par le subconscient. Donc, à partir du moment où on est informé, on est conscient on est conscient. Donc, ça court-circuite le subconscient. Donc, la manipulation marche moins bien. Ce n'est pas bien évidemment miraculeux, mais ça atténue la manipulation de la part de ces entités non humaines. Donc, c'est extrêmement important d'être informé. Et la bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. Donc, si cette information, si ce qu'on vient de donner ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas le moment, c'est que ça ne vous convient pas, c'est que ce n'est pas bon pour vous. La bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. D'où l'importance de se connaître, d'où l'importance de vraiment savoir se connaître pour savoir ce qui est pour discerner, nous la bonne information pour discerner. Et ça, c'est extrêmement important. L'important, c'est vraiment de s'informer, d'être conscient de ce qui se passe. Et encore une fois, la bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. Après, c'est être le maximum conscient possible dans le quotidien. C'est après se créer son propre bonheur et transmettre ça à un maximum de personnes pour qu'on crée un canevas de réalité qui a une fréquence de plus en plus élevée et qui est de moins en moins compatible avec la manipulation des entités sans âme. Donc les solutions finalement sont simples, ça passe par la joie, le bonheur, l'amour, la bonne information, la prise de conscience. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.